sera ici, oui, à cette table-là. Vous restez à la table, les gens ont des questions. Éventuellement, je ferai des dédicaces. Un plaisir. Non, bah, très bien. Non, il est très très accessible. Bah, merci beaucoup. Voilà, Mais c'était le but, c'était que ce soit pas un livre de science, quoi. Voilà, il est pédagogique, et voilà. Je pense qu'il arrive à toucher tout le monde. C'est vraiment l'objectif. Moi, je l'avais écrit pour des gens que je connais qui sont tombés là-dedans, et en me disant, il faut que ça aide les proches. Les gens qui sont dedans, vous ne pouvez pas les sauver avec un livre. Donc ça aide au moins les gens qui sont tombés dedans. Et là, je pense que ce que vous dites, si on y prend en disant si on y prend de haut en disant, mais nous, Ça marchera nous pas. on connaît la science, et Nous, on on a sait, raison, nous, on sait. écoutez-nous, ça marche pas. Si, il y a aussi, c'était possible. Dans les leviers, c'était très possible côté contestataire. Bah oui. Dans toute notre période de crise, alors là, côté. On flatte les émotions, le côté Oui, contestataire, voilà. c'est tout un délice. C'est pour ça que ça en fait un marché qui est extraordinaire pour les gens qui veulent utiliser ou manipuler. Mais c'est bien de montrer qu'il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux, exactement. C'est pas au nom de la connaissance. En fait, vous avez entièrement raison. C'est pas sur ce terrain. On croit que c'est sur ce terrain-là, mais en fait, c'est pas là que ça se joue réellement pour beaucoup. J'espère qu'on va refaire tout ça. Qu'on ne l'oubliera pas. C'est tellement dense comme sujet. Oh, bah, il y avait une mezzanine, je vois. Voilà. Oui, non, voilà, c'est pour ceux qui arriveront après. Et ils sont méritants, mais ils tombent des trompes d'eau dehors. C'est impressionnant. Hein. Nous, on a eu ça dimanche et un peu lundi. On a eu vraiment des bourrasques de vent, des trompes d'eau pas possibles, l'inondation des rues, dans Paris même. Ouais. Non, c'était vraiment dur. Mais paradoxalement, la journée, il faisait doux. Hier et aujourd'hui, il y avait une douzaine de degrés, ce qui est plutôt pas mal au mois de janvier. Mais non, mais la pluie. Mais je crois qu'ils sont en alerte inondation dans l'ouest de la France. Il va y avoir un nuage qui arrive. Une partie de ma famille à Redon, Ah bah. Ici, vous êtes un peu concerné par des changements drastiques climatiques. En montagne, vous n'avez plus beaucoup de neige, j'imagine. Bien sûr, non, mais. De Turin, parce qu'on a monté un projet européen de financement sur les transitions climatiques en montagne. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est assez haut, Turin, non?
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de Malraux et de la base, le tiers-lieu que certains d'entre vous connaissent déjà bien maintenant, ce tiers-lieu culturel où on a la chance d'accueillir de nombreux événements et notamment ces fameux rendez-vous à penser qui sont désormais complets chaque fois qu'on les organise. Et merci beaucoup pour cette fidélité et aussi pour les nouveaux qui nous rejoignent certainement ce soir. Profite de ce dernier jour du mois de janvier pour vous souhaiter encore une très bonne année et vous inviter évidemment à venir pour ces rendez-vous et pour tous les autres. Nous organisons également des rendez-vous à penser avec l'université et également en lien avec le cinéma, en lien avec un film et un sujet à penser. C'est également des rendez-vous très intéressants. Merci Dominique Favario, président de Livre en Marche, pour cette proposition. On réattaque une nouvelle année ensemble, c'est un plaisir. Et avec Laurent Foiry, bienvenue à Chambéry, on est heureux de vous accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement pour partager cette soirée avec nous. Merci à vous. Simplement vous signaler que nous avons une petite captation de cette conférence et qu'elle est retransmise sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la voir, la revoir, la partager avec des amis si vous en avez envie. Et également remercier chaleureusement la librairie Garin qui est toujours fidèle partenaire de l'événement. Merci beaucoup. Merci Emmanuel et merci à tous répondre toujours aussi nombreux à nos rendez-vous à penser en partenariat avec donc la scène nationale Malraux et la base. On est pratiquement à un événement par mois maintenant, hein, c'est à peu près le rythme. Février, on va faire une petite pause parce qu'il y a les vacances scolaires, tout ça. On s'est dit que les gens avaient peut-être d'autres choses à faire. Mais par contre, on se retrouvera le 26 mars, si vous voulez d'ores et déjà le noter, avec Ilian Mundib, qui est un spécialiste des stratégies d'adaptation et de résilience par rapport aux risques climatiques. Donc c'est un expert sur le sujet, on a beaucoup de chance de pouvoir le recevoir. Et puis je crois que ce problème d'adaptation est un problème qui nous concerne tous. Je voudrais remercier particulièrement ce soir Jean-Yves Maugendre, qui arrive directement de Turin, qui a à peine posé sa valise dans l'angle tout de suite. Hein, et puis Laurent, qui lui arrive de Paris. Donc Turin, Paris se retrouve à Chambéry. C'est un peu l'histoire de la Savoie, c'est un petit peu normal. Moi, je tiens à remercier Laurent à les éditions de l'Aube, avec qui on travaille beaucoup, qui a tout de suite spontanément accepté notre invitation. On m'a dit, tu verras, il est formidable. Donc, bah oui, je suis désolé. En tout cas, son livre est formidable. Et je pense que nous aurons à cœur d'être tous complices pour faire un vrai complot ce soir sur le complotisme, qui est un sujet particulièrement d'actualité entre la post-vérité et le complotisme. Je crois que nous sommes cernés. Les dernières élections américaines, les réseaux sociaux, tout ça, là, les problèmes de santé que nous avons rencontrés. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Le ministre de la Santé, Robert Kennedy, le nouveau ministre de Donald Trump, est un dénialiste total. On ne croit pas au virus, il ne croit pas à la vaccination, et c'est le ministre de la Santé du plus grand pays du monde. Voilà, donc un vaste sujet qui va être passionnant, et je sais que Laurent est passionné depuis de nombreuses années. Donc nous avons la chance d'avoir un expert parmi nous. Nous avons passé une superbe soirée. Merci à tous. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau rendez-vous à penser. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Durant une petite heure, j'aurai le grand plaisir de dialoguer avec notre invité et nous garderons la dernière demi-heure pour échanger et débattre tous ensemble. Ce soir, Dominique l'a évoqué, nous allons explorer les théories du complot qui s'immiscent dans les sciences. Vous avez sans doute entendu parler de climato-sceptiques, de platistes, de créationnistes, de mouvements anti-vaccins. J'en passe un certain nombre. Tous ont en commun un point commun, enfin ils ont tous un point commun, ils remettent en cause ou rejettent le consensus scientifique. Alors ces mouvements de pensée nous poussent à nous poser quelques questions essentielles ce soir. Pourquoi la confiance dans la science semble-t-elle s'éroder ? Et aussi, quel danger ces communautés complotistes peuvent-elles représenter pour notre société ?
Avant d'aborder des éléments de réponse, nous allons tout d'abord chercher à savoir qui sont à l'origine de ces théories et quelles sont leurs motivations. Sont-ils des charlatans ou au contraire sont-ils des lanceurs d'alerte ou plus simplement sont-ils des sceptiques en quête de vérité? Pour démêler le vrai du faux et réfléchir sur ces enjeux complexes, j'ai le plaisir de vous présenter l'auteur de ce livre que Dominique a évoqué, Les Faux Savants, ouvrage que je qualifierais d'incontournable pour décrypter les mécanismes du complotisme scientifique. Et l'auteur est parmi nous. Laurent Foiry, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes biologiste de formation, vous êtes docteur en génétique moléculaire, vous avez travaillé plusieurs années à l'hôpital Necker et plus particulièrement au sein d'une unité de recherche de l'INSERM sur les maladies, génétiques. Sur les maladies génétiques. Par ailleurs, vous avez collaboré dans une revue, la revue Ubesque et Erika. Uzbek Erika. Pardon. Qui vient justement de changer de nom, et c'est beaucoup plus facile pour moi, qui s'appelle désormais Futur depuis le mois d'octobre. Voilà. Et bien sûr, ce soir, vous êtes l'auteur de ce livre, dans lequel vous débutez par une enquête approfondie, une immersion dans le milieu des virodénialismes. Alors, avant de rentrer au cœur de ce livre, j'ai d'abord une première question. Qu'est-ce qu'un virodénialiste ? Parce que c'est un terme qui est peu utilisé par les médias, et je vous avoue que je ne connaissais pas avant de lire le livre. Il faut toujours faire un peu savant quand on parle de concept. Bonsoir à tous. Je voulais juste remercier tous les organisateurs. C'est un plaisir d'être là, et pour un exercice que j'affectionne plus particulièrement, qui est de pouvoir dialoguer, échanger et sortir un peu de nos bulles des réseaux sociaux qui nous limitent parfois un peu dans l'expression et dans la nuance, et c'est bien aussi de pouvoir dialoguer en réel de temps en temps pour répondre aux questions. Effectivement, donc la question qui est posée, qu'est-ce que le virodénialisme ? C'est un néologisme en fait qui a été inventé pour les besoins de ce livre, qui fait référence donc au dénialisme. Le dénialisme, c'est un terme qui qualifie en fait le rejet du consensus scientifique, en général en faveur d'hypothèses plutôt radicales et controversées. Donc, comme il a été expliqué en introduction tout à l'heure, l'une des formes les plus connues est le platisme, donc ces personnes qui considèrent que la Terre est plate, mais vous avez encore des personnes qui considèrent que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais l'inverse, le créationnisme, enfin vous avez tout un tas de courants, et le virodénialisme, donc ce sont des personnes qui nient l'existence des virus et des maladies contagieuses. Alors, c'est quelque chose qui peut prêter un petit peu à sourire, parce que beaucoup de personnes parmi vous ont été confrontées alors, tout simplement à un rhume, qui est lié à différents types de virus qui sont tout à fait bénins, mais une varicelle, un herpès, une verrue sont liés à des virus, mais ces personnes-là existent. D'accord. Alors pourquoi cette communauté en particulier vous a intéressé ? En fait, moi, ça fait quelques années que je m'intéresse au complotisme. J'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, donc le complotisme au sens large, notamment couvert il y a quelques années l'arrivée du mouvement QAnon en France, la manière dont il était arrivé ici et la manière dont il s'est implanté, ses influenceurs, etc. Et mon mode d'action a toujours été, entre guillemets, l'infiltration ou l'implication dans des communautés existantes, pour sentir en fait les choses, pour voir comment les gens vivent, comment les gens s'approprient ces environnements particuliers. Et en fait, c'est en couvrant un segment très très particulier du complotisme, qui fera l'objet d'un article prochainement, que j'ai été alpagué en fait par une phrase qui était assez simple. Ça a failli être le titre du livre, une phrase qui était « Les virus n'existaient pas, cliquez ici pour en savoir plus ». Alors, comme on l'a expliqué, étant biologiste de formation, c'est évidemment que j'ai cliqué très rapidement sur le lien pour aller voir ce qui s'y passait derrière, et j'ai découvert un monde absolument fascinant. Alors racontez-nous. je fais un peu de teasing. Non, un monde assez fascinant en fait, en ouvrant la porte, de découvrir en fait des communautés organisées. Donc, ils considèrent que les virus n'existent pas et que les maladies contagieuses non plus, organisées, et qui existent en fait depuis assez longtemps comme courant, et des personnes qui sont donc une communauté organisée, qui ont plaisir à vivre ensemble, qui ont plaisir à partir à la guerre ensemble. Ce sont des gens qui font pas mal d'évangélisation pour essayer de faire connaître leur cause, et surtout pour recruter.
au sein de leur communauté. Et ce sont des communautés où finalement vous êtes assez bien accueillis, les gens s'expriment bien, il n'y a pas de faute d'orthographe, on retrouve des gens plutôt CSP+, vous avez vraiment de tout en termes de profession, vous avez même des médecins. Alors on va combattre certaines idées reçues, parce que moi, naïf, quand je pensais par exemple aux platistes, j'imaginais plutôt un public adolescent, un petit peu marginalisé de la société, et voilà, qui était adepte de ce genre de théorie. Et j'étais surpris en lisant deux livres, puisqu'on avait plutôt affaire à une population éduquée, Tout à fait. cultivée. Donc vous le confirmez ? Tout à fait. Population plutôt éduquée, cultivée. Pas beaucoup de jeunes, dans le sens d'adolescents ou de jeunes qui ont moins de 30 ans. Des personnes donc CSP+, vous avez des ingénieurs, vous avez des infirmières, vous avez des médecins, vous avez des développeurs informatiques, vous avez des avocats. Donc c'est vraiment assez généraliste. Alors ce sont des communautés où les gens sont, vous l'imaginez bien, font attention à l'anonymat lorsqu'ils interviennent, mais en passant du temps avec eux, vous finissez par les découvrir sur leur véritable visage, et c'est toujours un petit peu impressionnant en fait quand on découvre ces personnes. Alors comment arrive-t-il, je veux dire, à nier l'évidence, parce que les maladies, je crois qu'en ce moment, malheureusement, on y est à peu près tous concernés, et aussi leur contagion. Donc deux choses quand même qu'il est difficile de nier. Alors, ce sont des personnes qui nient la contagion également. Les maladies contagieuses n'existent pas pour ces personnes. En fait, ce sont des personnes qui ont une conception de la santé, on reviendra sur l'histoire de ce mouvement un petit peu après. Ce sont des personnes en fait qui considèrent que la maladie ne provient pas de l'extérieur, mais est tout simplement l'expression, est endogène au corps, donc elle provient de l'expression du corps en réaction à une toxicité ou un mal-être psychologique à un moment donné. Il y a plusieurs courants au sein du virodénialisme, on ne rentrera pas dans le détail, mais voilà, il y a un stimuli externe qui fait que le corps va exprimer la maladie, et quelque part, en exprimant cette maladie, le corps se détoxifie, essaye d'expurger, de se débarrasser de ce qui du mal qui lui est fait. Donc c'est une conception inverse de la réalité, en tout cas du corps et de la médecine telle qu'on comprend et qu'on connaît les maladies, on reviendra sur les arguments, mais c'est une conception totalement inverse. Et c'est une conception aussi qui est importante parce que cette conception-là, elle a tendance à culpabiliser aussi les gens. De dire, si vous êtes malade, c'est un peu de votre faute, parce que c'est chez vous, c'est en interne. Et elle s'appuie sur des études, sur des faits ? Elle s'appuie, non, ni sur des études, ni sur des faits, mais en fait, elle trouve son origine en fait, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, donc la plupart des pays sont sujets à de grandes épidémies à cette époque, de différentes maladies. Et déjà à l'époque, on se pose la question, est-ce qu'il faut confiner ou pas quand on a une grande épidémie ? Et s'opposent au début du XIXe siècle deux courants. Le courant des contagionnistes qui va s'opposer au courant des infectionnistes, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas l'origine des maladies, notamment contagieuses. Les virus ne sont pas du tout caractérisés, le mot n'existe pas en tout cas pour cet usage-là. Et donc, les deux courants s'opposent, les infectionnistes considérant que la maladie est liée à une toxine dans l'air, notamment les réseaux d'assainissement à l'époque dans les grandes villes n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, donc effectivement il pouvait y avoir des problématiques dans certains quartiers. Tandis que les contagionnistes commençaient à se dire que peut-être certaines maladies pouvaient être contagieuses, et ce qui expliquerait la prolifération rapide de certaines maladies dans certains quartiers. Et à l'époque, les politiques débattaient. Est-ce qu'il fallait confiner ou pas ? Les infectionnistes considérant que si la maladie provenait d'une toxine, il suffisait juste de fermer un quartier et puis de ne pas y aller. Du coup, c'était pas grave. Les gens qui avaient été intoxiqués guériront tout seuls. Et puis la toxine disparaîtra dans le quartier, on n'y va plus. Tandis que les contagionnistes disaient il faut confiner parce que la maladie va être refilée. Donc déjà à l'époque, il y avait un petit peu ce débat. Et puis la science est arrivée ensuite et a opposé deux scientifiques à cette époque-ci, Louis Pasteur, que vous connaissez tous, qui était un chimiste, un médecin qui s'appelait Antoine Béchamp, qui tous les deux se sont opposés dans le cadre d'une maladie qui n'était pas une maladie humaine, qui était une maladie du ver à soie qui s'appelle la pébrine, qui faisait des ravages dans le sud de la France, et l'État avait réquisitionné les scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que c'était un drame économique. Et donc ces deux chercheurs vont globalement se détester l'intégralité de leur vie. Vous pouvez assez facilement, je le cite dans le livre, j'ai relu en fait tous les comptes rendus de l'Académie des sciences quand ils venaient présenter leurs travaux.
Il ne manque pas de doux mots les uns envers les autres, mais Pasteur était beaucoup plus virulent qu'Antoine Béchamp, qui était un peu plus rond. Et donc il va y avoir cette querelle, cette guerre pendant quelques années, et va naître de cette guerre un courant qu'on appelle le béchampisme aujourd'hui, qui existe encore et dont ces personnes virodénialistes se revendiquent les héritiers, qui considèrent Béchamp qu'en fait la maladie donc est endogène, que ce qu'on voit comme étant des virus serait en fait ni plus ni moins que le produit des dégradations de nos cellules ou serait généré par nos cellules. Il y a là aussi deux courants qui existent, tandis que Pasteur a fini par mettre en évidence la notion de contagion dans cette pathologie-là. Et autant à l'époque, au XIXe siècle, avec les moyens qu'on avait techniques, on avait de la microscopie avec très peu de résolution, donc de la microscopie optique, il est évident que vous voyez des petits ronds descriptifs, vous voyez dans les comptes rendus, on décrivait des petits ronds, objectivement, qui avaient différentes tailles, qu'on voyait dans certains cas, pas dans d'autres cas, qui étaient granulés, pas granulés, qui avaient cette forme, etc. Depuis, ça fait plus de 100 ans, on a toutes les technologies modernes de biologie moléculaire, biologie cellulaire, etc., qui ont définitivement tranché pour expliquer que la thèse de Béchamp ne tient pas. Voilà, je vais faire une petite parenthèse fact-checking, recherche de vérification des faits en français, puisqu'aujourd'hui ce mouvement augmente et on entend dire mais, on n'a jamais vu de virus, on n'est pas sûr. Quel est le point de vue de la communauté scientifique sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un débat? Non, il n'y a absolument aucun débat sur le fait qu'on voit les virus. La microscopie électronique qui est arrivée au courant du XXe siècle a permis donc de voir ces virus en réel. La microscopie électronique permet de voir des choses dans l'infiniment petit dans des conditions très particulières. Donc souvent les virodénialistes expliquent que non, c'est de la reconstruction informatique, etc. Ce qui n'est pas le cas, mais accordons-le éventuellement cet argument. On a identifié depuis quelques années ce qu'on appelle des virus géants, dont la taille nous permet, qui sont même plus gros que certaines bactéries et dont la taille nous permet de les observer en microscopie optique cette fois-ci. Donc il n'y a aucun débat sur le fait qu'on voit les virus, et je vais même vous dire, vous pourrez rechercher chez vous en rentrant sur Google, il y a même aujourd'hui, on est capable de filmer des cellules qui infectent une autre cellule, donc on voit les virus passer d'une cellule à l'autre. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Alors en quoi ces thèses sont appétantes aujourd'hui pour les citoyens que nous sommes? Pourquoi des gens vont dans cette direction? Y a-t-il des leviers qui font qu'on est plus sensible et on va tomber dans ces théories? En fait, on ne naît pas virodénialiste. Je suis intéressé à ce sujet parce que très vite, je me suis rendu compte que toutes les mécaniques que je décortique dans ce mouvement-là, en fait, se déclinent complètement dans les mécaniques de complotisme au sens large. Donc on ne naît pas virodénialiste, on y tombe d'une certaine manière par le biais d'une rencontre. Et pour la plupart de ces gens, en fait, ça démarre assez simplement, de la même manière que moi je m'y suis retrouvé quelque part, chez des personnes qui ont déjà nourri une certaine défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis d'un certain nombre d'organisations, donc qui gravitent en fait dans certaines sphères pour s'informer. Certains disent d'ailleurs se réinformer, considérant qu'ils sont mal informés, gravitent dans ces sphères, et puis le jeu des algorithmes en fait, des réseaux sociaux fait que quand vous intéressez à un sujet, progressivement on va vous nourrir de ces sujets qui vous intéressent et on va vous enfermer un petit peu dans cette bulle d'intérêt, et puis progressivement cette bulle va vous entourer, va se refermer et devenir étanche. Et vous allez vivre dans ce monde complètement coupé de d'autres sources d'informations. Et les virodénialistes recrutent ainsi, ce sont des personnes qui sont globalement prédisposées. En fait, vous nous décrivez quasiment le mécanisme de recrutement des sectes. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Il y a une prédisposition à la base. Et d'ailleurs, dans ces communautés, on ne s'ennuie pas des gens qui ont un doute, qui se disent, tiens, c'est peut-être vrai ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent. Au bout de 3-4 questions, si la personne est un peu réfractaire, les questions que vous m'avez posées typiquement, que ce soit sur le rhume, la varicelle ou autre, si les personnes commencent à être un petit peu défiantes, elles sont tout de suite bannies de ces groupes de discussion parce qu'il ne faut pas déstabiliser le groupe. Donc l'objet n'est pas tant de convaincre, et d'ailleurs on y reviendra derrière, mais le dénialisme au sens large et le virodénialisme aussi ne sont jamais des finalités. Ce sont des outils pour d'autres fins, mais ce ne sont jamais des finalités. Vous doutez bien que si on voulait démontrer que les virus n'existent pas, ou en tout cas on voulait prouver que les virus est une grande farce entretenue par l'élite mondiale, on ne s'y prendrait pas dans un petit réseau social caché avec des pseudos et que les choses ne se voient pas. Et si vous faites l'analogie avec les sectes, j'imagine que nous avons d'un côté des militants qui seraient plutôt des victimes, enfin j'aurais tendance à les considérer comme ça, et de l'autre côté des têtes pensantes, mais qui ont peut-être des enjeux, des desseins différents.
Exactement. Il faut toujours faire un petit peu la distinction. Vous avez des gens qui sont totalement authentiques dans ces communautés, qui croient réellement à ce qu'il leur est présenté. Et pourquoi le complotisme scientifique est intéressant, c'est qu'en fait, c'est facile de manipuler des gens avec la science. La science, c'est compliqué. On pourra peut-être venir sur quelques arguments derrière. Autant vous expliquer qu'on voit les virus en microscopie électronique optique, bon, vous allez me croire, mais vous allez le vérifier derrière. Et puis après, si vous doutez, vous doutez. Mais c'est quelque chose qui est un fait. Ils ont d'autres arguments qui sont excessivement plus techniques derrière, qui nécessitent réellement des compétences pour pouvoir y répondre. Et même, je peux avoir des confrères biologistes dans d'autres spécialités qui ne seront pas en mesure de répondre facilement à ces sujets-là parce que c'est excessivement technique pour pouvoir y répondre. Donc, on a des gens qui sont authentiques, qui y croient, et ce sont des gens, c'est un peu la raison pour laquelle ce livre a été écrit, hein, pour connaître des proches, pour connaître des personnes dont les proches sont tombés dedans, c'est essayer de leur donner un peu les clés de lecture pour les aider à en sortir, parce qu'il y a quand même des enjeux derrière. C'est quand on nie l'existence des virus ou des maladies contagieuses, vous imaginez l'impact en matière de soins. Donc ça a un réel impact pour les personnes et pour la société. Mais effectivement, il faut les distinguer des maîtres à penser, qui, eux, savent en général ce qu'ils font. Alors certains ont une forme d'authenticité. Avant de venir, notamment dans le train, je me mettais en jambe avec une influenceuse dans ce domaine-là, qui a une grosse audience derrière, qui est une retraitée, qui a lu énormément de choses sur le sujet. On voit bien toutes les lacunes ou tout ce qui manque en fait pour qu'elle comprenne bien ce sur quoi elle s'est complètement trompée, mais dans un échange de visus, je pense que ça se ferait très très bien. C'est sûr que sur les réseaux ou par messagerie interposée, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'elle est authentique. Mais c'est un cas un peu à part. La plupart ont effectivement des objectifs, et moi j'ai défini en 4, qui sont exactement les mêmes dans toutes les formes de complotisme. Vous avez souvent un objectif politique derrière. Alors politique pas au sens partisan du terme, mais politique au sens déstabilisation de la société. Un gros influenceur des Pays de la Loire dans ce domaine virodénialiste qui le dit très clairement. C'est foutre le bordel. J'y mets des guillemets, mais ce sont ces mots. Ce sont ces mots derrière. Et d'ailleurs, là, il est allé un cran au-dessus derrière parce qu'il dévoile un peu sa stratégie. Là, il y a quelques jours, il expliquait que reconnaître que les virus existent, c'est reconnaître qu'il y a eu une épidémie de une pandémie de Covid-19, c'est reconnaître qu'il y a eu des mesures coercitives, donc il faut prendre le mal à la base. Le virus n'existe pas. Donc vous voyez, la démarche, elle n'est pas très très logique intellectuellement, mais en tout cas c'est un petit peu cette logique-là. Donc une dimension politique, une dimension que j'appelle aujourd'hui spirituelle, qu'on pourrait appeler religieuse, mais en tout cas il y a des convictions parfois religieuses dans certains courants qu'on retrouve derrière. Le corps est sacré, on ne touche pas au corps, le corps est parfait. Donc on a cette dimension-là. La troisième, elle est économique. Et ça, c'est très clair dans le complotisme aujourd'hui. Le modèle économique est fondamental. S'il n'y avait pas possibilité de monétiser d'une manière ou d'une autre, on pourra y revenir, le complotisme, il y en aurait beaucoup moins. C'est aujourd'hui, pour moi, le principal vecteur et moteur, c'est la capacité à monétiser facilement, de correctement en vivre ou de mettre du beurre dans les épinards avec très peu d'efforts. C'est facile de générer des informations qui sont fausses. En revanche, c'est la fameuse loi de Brandolini, c'est beaucoup plus compliqué de débunker chacune des informations. Et puis, si on parle en plus d'arguments scientifiques, vous avez perdu beaucoup de monde quand vous commencez à rentrer dans le détail. Tandis qu'on vous a expliqué des choses qui peuvent être un peu flatteuses. Donc, politique spirituelle religieuse, je mets dans la même case économique. Et la dernière, c'est psychologique. Parce que, comme tout gourou, d'une certaine manière, c'est sympa d'avoir une communauté acquis à sa cause, à qui on peut faire ou vendre tout un tas de choses. Donc c'est quelque chose qui flatte quelque part les égos. Les profils des quelques influenceurs que j'ai pu voir, ce sont souvent des gens qui ont des parcours de vie assez compliqués. Et on retrouve toujours le fait générateur. Il s'est passé quelque chose dans leur vie à un moment donné, qui n'a pas nécessairement de lien avec les maladies virales ou contagieuses, mais il s'est passé quelque chose qu'ils se sont mis à réfléchir autrement, voir les choses autrement. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas mal de voir les choses autrement, c'est pas mal de douter, c'est pas mal de critiquer. Bien au contraire, c'est complètement sain. Mais il faut que ça s'inscrive dans une démarche constructive. Sinon, on tombe dans le complotisme. Le complotisme, c'est simplement être défiant. Point. Alors, que cherche-t-il à nous vendre? Est-ce qu'il y a des domaines de prédilection ou n'importe quoi? Il y a des courants. En fait, chaque influenceur, chaque gourou a un peu son thème. Donc, c'est souvent un petit peu l'antichambre de la santé alternative. Là aussi, le but n'est pas de faire le procès de la naturopathie ou autre. Mais en tout cas, c'est souvent l'antichambre pour vous, de manière beaucoup plus radicale. Et là, on est
en dehors du champ de la loi, hein, c'est quelque chose d'illégal, mais de détourner souvent des gens de leur traitement conventionnel pour essayer de leur vendre des traitements soi-disant miracles qui malheureusement vont juste précipiter le destin des personnes malades. Vous avez des gens qui vont vendre des formations, du mentoring, du coaching, des gens qui vont vendre des livres, des gens qui vont vendre une audience, parce que ce sont des gens qui ont des canaux, qui publient du contenu de manière régulière, qui publient des lives, qui récupèrent des dons. Donc ce sont des gens qui ont un modèle économique, et des gens qui font ça absolument full-time. C'est leur métier, d'être influenceur sur la niche du virodénialisme, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un tout petit marché. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est adepte de cette cause-là, mais en revanche, elle n'est pas très concurrentielle par rapport à aller travailler sur des sujets de la défiance vis-à-vis des élites. Alors QAnon s'est passé de mode, mais il y avait énormément de concurrence sur ces segments de marché. Le virodénialisme est assez confidentiel, donc ça a permis à des gens de prospérer finalement dans ces environnements-là. Aujourd'hui, ça devient un peu plus concurrentiel, parce que la niche n'était pas inintéressante, et vous imaginez bien, quand vous captez des gens qui nient l'existence des maladies contagieuses ou des virus, vous imaginez ce que vous êtes capable de leur vendre derrière. Ce sont des gens complètement acquis. Donc, si j'ai bien compris, on est souvent dans le domaine du bien-être. Oui. Mais c'est aussi une préoccupation de toute notre société. C'est-à-dire qu'on fait plus attention à ce qu'on mange, on fait attention à faire de l'exercice. Pour autant, ça ne fait pas de nous des gens qui font de l'anti-science, bien au contraire. Mais à quel point on peut basculer dans ces mouvements ? En fait, il n'y a pas vraiment de frontières. Et évidemment, d'ailleurs, c'est souvent ce que disent les béchampistes, donc ce courant dont je parlais, qui attribue quelque chose que Béchamp n'a jamais dit. Mais on lui attribue cette phrase qui est le terrain est tout. Sous-entendu, le corps est la cause du bien-être ou du mal-être en fonction de la manière dont on l'a entretenu. Il n'a absolument pas dit ça, mais la réalité, c'est que oui, avoir une hygiène de vie correcte, la façon dont on mange, dont on boit, dont on sort, dont on dort, c'est faire du sport, c'est évidemment bénéfique pour la santé, il n'y a absolument aucun débat derrière. Le glissement, à mon sens, dangereux, c'est dès lors qu'on se met en contravention de la médecine conventionnelle, notamment pour des pathologies graves. Moi, c'est le sujet qui m'inquiète, qui me préoccupe, pour en avoir parlé aussi avec la Mivilude à plusieurs reprises, parce que vous avez des gens qui sont en général dans une détresse assez importante, vous avez une maladie grave potentiellement mortelle derrière, vous êtes suivi par le corps médical. Vous savez comme moi aujourd'hui que le corps médical est en tension, par faute de moyens, d'effectifs, donc les consultations sont en général assez rapides. Quand bien même le personnel fait tout ce qu'il peut, il est dévoué, il essaye d'aider. À côté de ça, vous allez avoir des gens qui vont vous vendre des remèdes miracles et qui vont passer du temps avec vous, qui vont passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ils vont vous écouter, vont jouer plus le rôle d'une écoute psychologique que de traitement, mais vous allez vous sentir bien. Donc là, vous pouvez commencer à être capté. Quand c'est juste de l'écoute, de vous aider, éventuellement de vous donner quelques, remèdes de grand-mère qui ne vont pas vous faire de mal dans certains cas, pourquoi pas. Mais dès lors que ça vous détourne de la médecine conventionnelle, là, c'est un warning très très important pour vous, pour les proches qui tombaient dedans. Vous nous avez expliqué que c'est un mouvement qui est quand même relativement ancien, mais aujourd'hui, j'imagine, avec l'avènement des réseaux sociaux en particulier, on a là une caisse de résonance et on peut recruter, ces communautés recrutent de plus en plus. Oui, les réseaux, évidemment, magnifient tout ça, mais il y a un phénomène autre qui magnifie ce type de courant, ce sont les grands moments d'instabilité. Le complotisme, de toute façon, perdure dans les moments difficiles. On est quand même dans un contexte macroéconomique, géopolitique global qui est complexe. Et plus particulièrement le sujet du virodénialisme, ça explose littéralement à l'issue de chaque épidémie. On l'a eu dans les années 80. Oui. On l'a eu dans les années 80 avec le VIH, donc qui cause le sida. À une époque où on était dans la phase de découverte de cette maladie d'abord, qui avait été d'abord identifiée dans des communautés homosexuelles aux États-Unis, donc avec toutes les histoires que vous avez connues, une maladie dédiée à la communauté, on imaginait plein de choses, que c'était leur style de vie, de pratiques ou de je ne sais quoi qui aurait allé être la cause, jusqu'à l'identification du virus par le professeur Montagnier à cette époque-ci, et puis les travaux ont avancé. Mais il y a eu un courant très très fort virodénialiste à cette époque-là. Vraiment très très fort. Vous avez des scientifiques réputés qui ont défendu le fait que le sida n'était pas lié au VIH. Et je ne sais pas si je dois le mentionner à ce stade. Justement, je voudrais faire... Il y a plusieurs choses. Je crois qu'à partir du moment où on aborde des crises, je crois plus généralement, je voudrais qu'on aborde la défiance, cette défiance qui augmente envers les sciences, mais j'aurais comme porte d'entrée
les crises sanitaires, et je pense qu'on peut peut-être revenir sur la dernière, celle qui nous a un peu marqué le plus, parce que, alors je vais revenir sur un épisode particulier, je pense qu'on va pouvoir, le temps malheureusement avance, on ne va pas pouvoir tout commenter, mais votre livre parle des faux savants, et moi je voudrais vous parler des vrais savants. Alors je vais prendre quand même l'exemple emblématique du professeur Raoult, qui est un professeur, donc c'est-à-dire que c'est un vrai chercheur, c'est un médecin, enfin un chercheur qui est reconnu par ses pairs. Et donc du coup, il s'est mis en marge de, en tout cas, il a contesté le consensus scientifique, ce qui a déstabilisé complètement l'opinion publique. Alors, que faut-il en penser, nous, qui ne sommes pas scientifiques? Alors, avant de répondre à la question, j'allais revenir sur le titre « Les faux savants », qui est en fait un clin d'œil à Rabelais. Rabelais était médecin. C'est un médecin du XVIe siècle. Et Rabelais, lorsqu'il a écrit Gargantua, ça vous rappellerait peut-être, c'est très très court, il se trouve que ma fille le lisait, donc ça m'a amené à me replonger dedans. Gargantua, quand il est jeune, il est élevé par des sophistes qui lui apprennent l'art de s'exprimer, l'éloquence, etc. Gargantua est un sombre idiot. Son père en a marre et finalement va virer les sophistes qui s'occupent de son éducation pour le confier à un percepteur qui va le former à la méthode critique, au doute. Et Gargantua va devenir quelqu'un de très érudit, apprécié dans le royaume, et puis il va sauver le royaume, c'est l'histoire de Gargantua. Rabelais se battait contre les sophistes à cette époque-là, les sophistes considéraient que la science c'était une querelle, c'était un débat de mots, M-O-T-S, on échangeait, on débattait, et Rabelais déjà à cette époque-là, un médecin de son état, était quelqu'un qui essayait on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais qui essayait de s'accrocher à une forme de méthode. Aujourd'hui on parle de méthode scientifique, mais c'est qui essayait de s'accrocher à une méthode. Les faux savants, donc c'est en clin d'œil à Rabelais, et ça illustre des personnes qui ne sont pas du tout des savants ou des scientifiques, vous l'avez compris, ce sont des vendeurs de rêves qui ont plein d'objectifs derrière qui sont tout autres que de mettre au grand jour cette soi-disant arnaque du virus qui n'existe pas, mais ils n'ont rien de scientifique derrière. Ils en ont toutes les apparences, tous les apparats, mais ce ne sont pas des scientifiques. Le cas de l'épidémie, enfin du professeur Raoult ou d'autres, est un peu différent. On pourrait parler aussi du professeur Montagnier. Ce sont des scientifiques qui ont fait des travaux absolument excellents dans leur carrière, qui ont publié des choses très intéressantes, qui ont fait avancer la science. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, il y a effectivement une période très particulière au moment de la pandémie qui a créé une grande confusion un peu partout. Et là, je considère qu'ils sont en grande partie responsables du cafouillage derrière, mais ce ne sont pas les seuls. Si on se remémore en mars 2020, donc le confinement est prononcé mi-mars, on est tous un peu surpris, on ne l'a pas forcément vu venir, en tout cas on était abreuvé d'informations depuis janvier, mais ça s'est rapproché très très vite de la France. On se retrouve confiné. Défilent sur les plateaux des médias des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui viennent un petit peu expliquer où on en est à un instant T. À cette époque-ci, on connaît la maladie un petit peu, on sait qu'il y a beaucoup d'hospitalisations, il y a quand même beaucoup de morts liées à cette maladie. On vient d'isoler, purifier, séquencer le virus en janvier, donc on sait qui il est, on commence à le caractériser, c'est pour ça qu'on l'appelle SARS-CoV-2, parce qu'on y voit des particularités par rapport à un précédent coronavirus, et on commence à comprendre un petit peu les clés de lecture, comment il infecte, comment il agit. Mais on est vraiment au tout début. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, les caméras des plateaux de télévision ou les micros des radios ont juste mis la lumière sur comment fonctionne la science au quotidien. La science, c'est de la controverse. Voilà, mais est-ce qu'on l'a vraiment dit ? Jamais. Voilà, on n'a pas dit que c'était la science en train de se faire. Exactement. Et y aura-t-il pas confusion entre la connaissance que l'on apprend à l'école et justement la science en train de se faire avec tous ces doutes ? Exactement. La science qui se fait, c'est de la controverse. D'ailleurs, quand on est un jeune chercheur, quand vous avez la chance d'avoir des travaux qui ont un peu avancé, vous avez la chance non pas d'aller parler dans un séminaire ou un colloque, mais de présenter un poster. Vous avez vos pairs qui vont venir vous voir et qui, de manière un peu taquine, vont venir vous challenger. Est-ce que vous avez présenté, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça ? Alors la première fois, vous n'êtes pas trop au courant, vous dites mais pourquoi il fait ça, il ne croit pas ce que j'ai fait. Mais il y a un peu de débat ou de confrontation. Et puis des fois, on va avoir des débats sur des choses qu'on ne sait pas à un instant T. En science, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Et sur les plateaux télé, malheureusement, on n'a pas expliqué que la science, elle progresse, que des scientifiques un peu s'invectivent ou aient des hypothèses qui sont contradictoires. Ils le savent, c'est leur quotidien. Ils vont retourner dans leur labo, ils vont travailler, vont faire avancer la science, et puis les choses vont avancer. Sauf que quand vous ne savez pas, vous regardez ça à la télévision, vous voyez juste deux personnes qui n'ont pas l'air en fait de savoir ce qu'elles disent ou de ne pas avoir beaucoup d'informations. Et si vous n'avez pas effectivement un tout petit peu de connaissances en amont, et sincèrement personne n'avait jamais entendu parler d'ARN messager avant le Covid, ou en tout cas très peu de gens, forcément, vous savez, c'est difficile de comprendre ou de choisir. Et c'est ce que je dis assez souvent, c'est que l'émotion prend le pas sur la raison. On va choisir quelqu'un peut-être qui nous ressemble plus, qui parle mieux, qui a l'air d'être un peu plus convaincant. Et c'est là où je mets un peu la responsabilité des médias, mais aussi des scientifiques, parce que pour moi, il aurait été important d'y mettre de la nuance à l'époque entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et de ne pas être radical sur certaines choses. Malheureusement, le professeur Raoult a été assez radical, et dans la forme aussi de le présenter. Donc du coup, ça a ajouté de la confusion dans tout ce qui se passait. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu en 2020 et puis les quelques années qui ont suivi, va avoir des impacts pendant des dizaines d'années derrière. C'est évident. Ça s'est toujours passé comme ça dans les grandes épidémies qu'on a connues au cours de l'histoire. Je cherche à comprendre les causes de cette défiance de la population, et j'essaye, on n'a pas le temps de tout énumérer, on ne sera pas exhaustif, mais justement, restons un dernier point sur cet épisode Covid. On a reproché au laboratoire Pfizer en particulier, qui a produit le vaccin à l'ARN, d'être condamné pour mauvaise pratique commerciale. Donc, est-ce qu'on peut faire l'amalgame, justement, entre ces condamnations et la qualité du vaccin? Et je pense qu'il y a confusion, ou peut-être pas. Voilà. C'est la question que je pose en tant que non-spécialiste du sujet. En fait, c'est toujours le problème dans le complotisme, c'est que quand on a une idée bien précise en tête, on va pas chercher... En fait, on va chercher tous les éléments qui confortent cette idée. C'est valable pour absolument tout. Dans le cas du vaccin, effectivement, on ne peut pas nier l'industrie pharmaceutique, pas uniquement Pfizer, mais c'est une industrie qui a été... Plusieurs acteurs ont été plusieurs fois condamnés à des sommes absolument astronomiques, dans certains cas, pour des pratiques qui sont condamnables. La justice a fait son travail, et elles ont été condamnées pour ça. Est-ce que pour autant tout doit être jeté en même temps? Est-ce qu'on doit tout critiquer? Évidemment qu'il faut apporter de la nuance. On peut avoir des doutes, on peut se poser des questions, on peut se dire mais regardez, ils ont été condamnés pour ci, pour ci, pour ça. Est-ce que là on peut vraiment faire confiance à ce vaccin-ci? Vous avez d'autres acteurs qui ont proposé des vaccins ARN à cette période-là. Moderna était aussi proposé. Il y avait d'autres formes de vaccins qui sont arrivées aussi derrière. Donc ça contribue évidemment à la défiance, ces éléments-là. Mais le problème, c'est que dans le complotisme, on va s'arc-bouter en disant ils ont fait les choses pas bien, donc tout est pourri. Non. Enfin, c'est de la même manière que je dirais Didier Raoult s'est arc-bouté et a mal exprimé ses sujets sur l'hydroxychloroquine, malgré des études qui ont démontré l'inverse par la suite. Est-ce que ça doit remettre en question la totalité des travaux qu'il a fait historiquement? Non, il y a des travaux effectivement qui ont été démontrés, c'est une trentaine de rétractations je crois là, qui ont eu lieu sur les 12-18 derniers mois, donc il y a des choses effectivement, des pratiques qui n'étaient pas bien, qui étaient faites dans l'IHU à Marseille, mais pour autant il y a des choses qui ont été très bien, qui ont été faites. Donc on ne peut pas toujours résumer, malheureusement la vie est complexe et il faut la considérer avec sa complexité. Alors justement les complotistes, et je prends l'ensemble des communautés, pas que les virodénialistes, pensent que on dissimule une certaine vérité. Et j'aurais tendance à dire que oui, et certains industriels cachent certaines vérités, ou en tout cas détournent ce doute scientifique. Et je fais référence à l'industrie du tabac qui a finalement posé les bases de ce fonctionnement, mais qui aujourd'hui est utilisé pour le glyphosate et un certain nombre de je ne vais pas y arriver, donc je vous laisse dire le mot. Nico. Je vais l'écorcher aussi. Effectivement, on ne peut pas nier que des complots ont déjà existé dans l'histoire. C'est vrai, il y en a déjà eu. Alors c'est vrai que l'industrie du tabac est un cas d'école. Aujourd'hui, la manière dont les études étaient réalisées, les experts étaient payés, utilisés pour promouvoir des informations. Donc évidemment, ça doit nous allumer des lumières du doute, de la critique, en tout cas d'être vigilant sur ces sujets. Il ne faut pas oublier que d'être
tout le temps dans la défiance, on est dans l'antichambre de la paranoïa. Donc il y a un équilibre à avoir. Donc, mais qui n'est pas évident à un instant T, effectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se prennent pour les figures de Galilée. Oui, alors ça c'est intéressant parce que effectivement, vous parliez de ce côté être détenteur d'un secret quelque part. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les communautés complotistes. C'est ce sentiment de savoir, de réveil, hein, le grand réveil qui a été popularisé par QAnon. Cette notion de réveil, de voir les choses différemment, confère une espèce d'avantage pour les personnes qui sont dans ces courants. Ils se disent, moi je sais, les autres ne savent pas, les autres sont des moutons, moi je suis le lion. Enfin, il y a tout un tas d'images qui sont utilisées. Donc ça conforte aussi dans ces communautés d'être détenteur d'un grand secret. Donc voilà, donc on ne peut pas nier qu'il y a un certain dévoiement à la marge de la science. Elle existe. Alors effectivement, vous faisiez le parallèle avec Galilée, hein, donc Galilée qui s'est battu pendant longtemps pour faire connaître ses travaux et pour démontrer que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était bel et bien la Terre qui tournait autour du Soleil. On lui a souvent, d'ailleurs, de manière un peu caricaturale, donc il s'est battu contre l'Église, mais l'Église, en fait, n'a jamais réfuté les travaux qu'il avait présentés. L'Église lui avait juste demandé d'y aller un peu doucement dans la forme, dans la manière de le présenter. Il ne fallait pas bousculer l'ordre établi, donc il fallait faire attention. Galilée avait un caractère un peu fort, donc ça a amené à l'Inquisition, etc., mais ça a été un peu fort. Il y a deux effets que je mentionne dans le livre et que je décris qui peuvent expliquer un petit peu tous ces travers qu'on a observés. Le premier, qu'on retrouve chez Galilée, mais qu'on a retrouvé chez plein de scientifiques, qui sont des scientifiques qui ont eu raison en fait à un instant T. Et c'est uniquement quelques années, dizaines d'années plus tard, qu'on a démontré qu'ils avaient eu raison. Je donne plein d'exemples dans le livre. C'est quelque chose qu'on appelle l'effet Semmelweis. Semmelweis, c'était un médecin autrichien qui avait été nommé dans un complexe hospitalier sur lequel il y avait deux maternités, une qui était opérée par des médecins et l'autre qui était opérée par des sages-femmes. À cette époque, il y avait un taux de mortalité qui était très élevé dans les naissances, mais le taux de mortalité était un tout petit peu inférieur chez les sages-femmes par rapport aux médecins. Donc ça l'avait un peu interloqué en disant c'est quand même le même site, le même endroit, qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui change ? Il a mis en évidence qu'en fait les médecins ne faisaient pas que ça, ils ne faisaient pas que des accouchements, ils faisaient pas mal de dissections en fait, le matin en l'occurrence, et ne se lavaient pas les mains. Et donc il a mis en place tout simplement une règle, lavez-vous les mains avant de faire les accouchements, et l'effet a été directement observé, hein, le taux de mortalité a complètement chuté pour s'établir à 0, quelque chose %, et donc il avait démontré le sujet. Mais Semmelweis, le problème, c'est qu'il était en train de montrer que les médecins étaient fautifs dans l'histoire. Donc Semmelweis a été raillé, il a été moqué, il a été critiqué. Semmelweis a fini par être interné dans sa carrière et il est mort en asile derrière. Donc vous voyez que la puissance ou la force d'une corporation, d'une société à un instant T peut avoir des effets délétères. C'est pas pour autant, donc souvent les dénialistes ou les dénialistes au sens large, pas uniquement les virodénialistes, hein, se revendiquent un peu en disant on est dans l'effet Semmelweis, c'est nous qui avons raison et vous verrez, on le verra plus tard. Un complotiste, c'est celui qui a raison avant tout le monde, c'est l'image que souvent ils utilisent. Non, parce que Semmelweis avait montré ses observations, il fallait de la démonstration derrière. Elle n'était pas complètement là, et puis il y a eu une pression telle qu'il a mal géré. Il avait aussi un comportement. La façon de communiquer la science est hyper importante aussi. Alors justement, ça m'amène à vous poser la question, mais comment se construit la science et la connaissance scientifique plutôt, parce que la science est trop large, mais comment se construit la connaissance scientifique et en quoi elle diffère de l'opinion ou d'une croyance ? Qu'est-ce qui la distingue ? Et peut-on la mettre sur le même plan ? Ou doit-on la mettre sur le même plan ? C'est souvent le problème. Oui, c'est souvent le problème qu'on a, et c'est pour ça que je parlais des sophistes tout à l'heure en parlant du titre du livre. La science, elle obéit à une méthode, la méthode scientifique en fait. La méthode scientifique, c'est l'observation. C'est la définition d'un certain nombre d'hypothèses, c'est l'expérimentation pour tester ces hypothèses, c'est l'interprétation des résultats et c'est la reproductibilité de ces résultats-là, pour faire vraiment très schématique et résumé, mais en tout cas ça suit une séquence bien précise. Ce qui fait que il y a une démarche qui est derrière, qui est une démarche en réalité inverse de ce que vont faire des gens qui tombent dans le complotisme, qui est
j'ai une idée, je n'en démords pas, et je vais aller chercher tout ce qui, de près ou de loin, va éventuellement ressembler, conforter ce morceau d'idée, et en éliminant tout ce qui me dérange derrière. Dans le complotisme, et notamment le virodénialisme, je le décris derrière, vous avez une bibliographie, mais pléthorique, pour vous expliquer que les virus n'existent pas. Vous avez des vidéos qui peuvent durer 3 heures, 4 heures, pour vous expliquer que les virus n'existent pas. On est quasiment dans l'embrigadement mental sur la manière dont ça se fait. Et j'en ai vu un certain nombre. Et j'ai lu un certain nombre d'ouvrages pour écrire ce livre. Donc, mais ce que ces gens font, ils font du cherry picking. Ils vont chercher les petites informations qui peuvent vous conforter. Ils vont aller chercher des articles du 19e siècle pour lesquels on a évidemment fait évoluer la science, qui vont plus ou moins conforter. Ils vont jouer sur les effets de bord aussi. Ils vont particulièrement identifier les angles morts qui ne sont pas bien détaillés dans un article pour essayer de le contourner, de le mésinterpréter. Donc ils sont malins, objectivement, pour manipuler les gens. Mais ce sont leurs méthodes. Voilà. Et nous avons évoqué à plusieurs reprises le consensus scientifique. Alors, est-ce que consensus veut dire unanimité des scientifiques ? Alors, malheureusement, ce serait bien, mais c'est rarement le cas. Ça arrive quand même sur certains sujets qui est réellement consensus, mais encore une fois, vous l'avez compris, la manière dont évolue la science, c'est par étapes, avec de la confrontation à un instant T. Quand on a plusieurs directions dans lesquelles aller, il y a des choix qui sont faits, stratégiques, plus ou moins étayés. Et puis progressivement, en réalité, ces travaux vont converger à un moment donné vers un certain nombre de faits. Et c'est pour ça qu'on revient vraiment à la méthode scientifique, qui est fondamentale, pour ne pas s'égarer, pour éviter d'y mettre de l'intuitu personné. Je parlais de la science qui est incarnée. La manière dont la science est communiquée, elle a un impact aussi. Elle a un impact. Pasteur avait un caractère très 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 particulier. C'est retranscrit dans nombre de biographies derrière. Les retranscriptions à l'Académie des sciences, on voit qu'il avait un vocabulaire assez fleuri vis-à-vis de ses pairs. Enfin, c'était quelqu'un d'excessivement dur derrière. Vous avez d'autres personnages comme Mendel, qui est un autre biologiste que je décris dans le livre. Mendel avait mis en avant les paramètres d'hérédité, bien avant qu'on connaisse l'ADN, etc. Mais il a été incapable pendant des années de l'expliquer. C'était d'une complexité telle, il n'arrivait pas à simplifier son discours. Et les gens n'étaient pas prêts, la communauté scientifique n'était pas prête à l'intégrer. Même Darwin, qui était contemporain, comprenait plus ou moins, mais c'est bien plus tard qu'on fusionnait leurs théories pour aboutir à quelque chose qui est fortement utilisé aujourd'hui. Donc la manière dont la science est incarnée est aussi fondamentale. D'accord. Et prenons le problème à l'envers. Si aujourd'hui la défiance devient de plus en plus forte, quels sont les risques pour la société si elle disparaissait, cette confiance disparaissait complètement? Est-ce que vous avez des exemples peut-être Oui, alors il y a eu un exemple cité tout à l'heure par Dominique, avec le secrétaire d'État à la santé, donc, qui a été confirmé par le Sénat aux États-Unis le 20 janvier dernier, donc Robert Kennedy. Robert Kennedy est une idole dans les communautés virodénialistes. Il a même écrit des paragraphes dans un ouvrage qui est presque considéré comme la Bible dans cet environnement-là, qui remet en question en fait le lien entre VIH et SIDA, typiquement. Il va au-delà, il est aussi dans l'anti-vaccination, etc. Mais vous voyez bien qu'on a encore un cran supplémentaire. On pourra peut-être y revenir dans l'échange. Il y a un sujet de la fenêtre d'Overton dans ce sujet-là. On essaye de rendre des idées complètement farfelues, très, 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 très radicales, à quelque chose qui va être progressivement accepté derrière. Mais donc on a proche de chez nous, donc quelqu'un quand même d'une grande puissance qui est dans ce mouvement-là. On a eu dans l'histoire, en fait, déjà un président virodénialiste, le successeur de Nelson Mandela en Afrique du Sud, à la fin des années 90, Thabo Mbeki, était un virodénialiste. Son ministre de la Santé était un virodénialiste. Il s'était entouré d'un comité scientifique. Dans le cadre, à cette époque-ci, le sida faisait des ravages en Afrique du Sud, et on avait quand même des traitements pour les personnes, traitements lourds, avec beaucoup d'effets secondaires. Les gens étaient malades, mais ça leur permettait de rester en vie quand même un peu plus longtemps. Évidemment, quand ils arrêtaient leur traitement, ils allaient un peu mieux à l'instant T, mais malheureusement, leur durée de vie était raccourcie, et le sida, qui est un syndrome du système immunitaire qui ne fonctionne plus ou plus bien, ces personnes mouraient de septicémie. Thabo Mbeki s'est entouré de ce comité scientifique de virodénialistes et a pris des mesures dramatiques pour le pays.
rendre compliqué l'accès à la trithérapie à l'époque, et en communiquant sur le fait qu'ils remettaient en doute le lien entre les deux, et considéraient que le sida était probablement quelque chose qui était lié à la malnutrition. Les conséquences, c'est simple, hein. On estime que c'est à peu près 300 000 morts sous son mandat, hein, du sida, et puis c'est plus de 10% de la population séropositive. Donc vous voyez les impacts qu'on peut avoir sur une société, et j'indique juste qu'une partie de son comité scientifique à l'époque avait créé une société de commercialisation de compléments alimentaires pour l'Afrique du Sud. Donc là aussi, il y avait des intérêts détournés. Et puis je citerai un dernier exemple qui est assez récent, qui est proche de nous, Călin Georgescu, dont le nom ne va peut-être pas vous parler complètement, qui est un candidat à l'élection présidentielle en Roumanie. Vous avez peut-être suivi un petit peu, donc c'est le candidat qualifié de pro-russe, qui s'est qualifié au second tour de l'élection roumaine, hein, qui a été suspendu suite à des soupçons d'ingérence dans la campagne. Călin Georgescu est dans le courant virodénialiste. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de complètement si confidentiel, et malheureusement ça peut avoir des impacts dramatiques sur la société. Tous ces exemples nous amènent au dernier thème qu'on voulait évoquer ensemble, hein, c'est comment rétablir la confiance dans la science et surtout lutter contre la désinformation. Est-ce qu'il faut peut-être mieux sensibiliser, acculturer le grand public à la méthode scientifique ? Avant de vous poser la question, je rebondis simplement sur les classements internationaux comme PISA ou TIMSS, qui révèlent que le niveau des Français, enfin en tout cas des élèves français, est particulièrement faible en sciences. Est-ce qu'il n'y aurait pas un obstacle culturel chez les Français pour le goût des sciences ? Alors malheureusement, le classement PISA n'est pas vraiment en notre faveur là, sur ces dernières années. Pourtant, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a surpris, hein, sur ces sujets de dénialisme. On n'est vraiment pas du tout protégé en France, et pourtant, on est quand même le pays des Lumières à la base. On a quand même beaucoup valorisé notre formation en sciences historiquement, hein, les ingénieurs les grandes entreprises étrangères s'arrachent nos ingénieurs aussi, donc on a quand même un background historique qui est tout sauf nul sur ce sujet. Donc le niveau de la science peut-être diminue un petit peu, mais de manière plus générale, il y a plusieurs leviers à mon sens. Je l'aborde dans le livre parce que je ne veux pas charger spécifiquement des personnes ou des corporations derrière, parce que les scientifiques aussi sont responsables de tout ça. Et je le cite dans le livre, vous avez notamment 2 études qui ont été réalisées en 2022 et en 2024 auprès du personnel du CNRS et de l'INSERM, pour notamment, pas que, mais notamment demander à ces scientifiques comment ils imaginaient que le grand public les perçoit. Bon, ça c'est intéressant en termes de données, je vous laisserai le regarder, mais aussi comment eux percevaient leurs pairs. Et les chiffres sont absolument édifiants, parce que selon l'Institut, ça varie, et selon les questions qui sont posées, ça varie aussi, mais vous vous rendez compte que parfois, entre 15 et 30% des répondants n'ont pas confiance dans les travaux de leurs pairs. Donc si même les scientifiques entre eux ont du mal à avoir confiance dans les travaux de leurs pairs, on ne peut pas demander au grand public d'accepter tout les yeux fermés. Donc ça, c'est un sujet qui, pour moi, doit être vraiment traité, et malheureusement, il y a eu plein d'exemples, hein, dans la science, vous le découvrirez pour les personnes qui auront envie de lire le livre, mais je parle des paper mills. Les paper mills, moi, quand j'ai démarré dans la recherche, hein, il y a plus de 20 ans maintenant, quand on publiait des articles scientifiques, on les faisait relire par un relecteur de langue natale anglaise ou américaine pour s'assurer qu'on avait quelque chose qui voulait au moins dire quelque chose, qui était correctement écrit. Et ça nous coûtait en général, un peu plus d'1 millier d'euros à faire relire. Il fallait des relecteurs qui comprennent un petit peu la science pour le faire. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, vous soumettez une idée, on va vous renvoyer un article scientifique complet. Les paper mills, c'est en fait la fabrication industrielle d'articles scientifiques sur commande. J'ai même vu des articles écrits par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui écrits par l'intelligence artificielle, vous retrouverez même des articles où ils ont oublié d'enlever les petits disclaimers que vous avez quand vous utilisez l'intelligence artificielle de « je ne suis qu'une intelligence artificielle, je ne suis entraîné sur un subset de données de telle date » ou « je ne peux pas répondre à ce point ». Donc cet élément-là, et ça a pris une ampleur, vous avez une maison d'édition, je raconte toute l'histoire dans le livre, hein, qui a été obligée de rétracter plus de 7000 articles derrière, qui étaient des articles complètement falsifiés, erronés. Mais vous avez plein de choses dans la science. Vous avez ce qu'on appelle les
les Vanity Prize, vous pouvez vous acheter le prix du meilleur biochimiste, du meilleur biologiste cellulaire, etc. Ça coûte $500. Vous avez des scientifiques qui se gargarisent sur les réseaux sociaux d'avoir acheté ces prix-là pour se mettre en avant. Ça n'a absolument aucune valeur scientifique, vous l'achetez. Mais c'est une économie aussi. Les gens sont là. Donc il y a des gens qui jouent le jeu, malheureusement, de ce genre de choses, et des gens qui sont en poste, malheureusement, qui ont des jobs, qui sont fonctionnaires, à l'INSERM ou au CNRS. C'est un petit nombre de personnes. Je ne veux pas qu'on partiez d'ici en disant oh là, ils sont tous pourris, c'est horrible. Ce sont un petit nombre de personnes, mais qui font énormément de mal à tous ceux qui bossent vachement bien, qui bossent dur et qui ne prennent pas la parole dans les médias derrière et qui devraient peut-être la prendre un petit peu. Au sein de la communauté scientifique, est-ce que toutes ces études ont la même valeur? Est-ce qu'il n'y a pas des filtres? Est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous? J'aimerais parler des facteurs d'impact. Donc, est-ce que c'est utilisé dans la communauté scientifique? Alors, l'impact factor, le facteur d'impact est effectivement utilisé. Il y a d'autres aussi facteurs qui sont utilisés pour mesurer la qualité d'une revue. Il y a aussi, on l'a beaucoup entendu parler pendant la pandémie, il y a cette notion de revue peer-reviewed, donc des articles qui sont revus par les pairs. Mais les exemples que je vous donne dans les paper mills, vous avez une revue qui était relue par les pairs. Alors c'était industrialisé la relecture par les pairs, donc vous imaginez bien. Donc c'est pas forcément un garde-fou. Vous avez des revues qui sont prestigieuses, vraiment prestigieuses, avec un filtre pour publier qui est vraiment drastique et c'est très compliqué d'y aller. Je pense à des Nature, des Cell, des Science, etc. Mais pour beaucoup de revues, c'est pas évident. Et puis vous avez même un moyen, alors on ne va pas citer des scientifiques qui avaient ça, mais vous imaginez bien qu'il y a eu recours pendant longtemps. C'est même à un moment donné, vous êtes des scientifiques, vous créez votre maison d'édition avec vos propres journaux. C'est plus facile pour publier. Et comme ces impact factors de la formule est en partie calculée sur le nombre de reprises de vos articles scientifiques dans la littérature derrière, il suffit de fonctionner en vase clos. Vous reprenez vos articles en permanence, vous créez de la notoriété, de la visibilité, mais en fait, vous avez la main des deux côtés. C'est vous qui publiez. Il y a un vrai conflit d'intérêts. Vous publiez, c'est vous qui reviewez. Une question de fond, alors, plutôt pour le grand public, mais quel est le niveau de preuve d'une publication scientifique? Et parce qu'on entend très régulièrement, que ce soit dans la presse ou la radio, on vient de découvrir ça par telle étude. Quel est ce niveau de preuve? Et peut-on les citer publiquement? Le niveau de preuve, alors déjà, est-ce que c'est une connaissance? Il y a là aussi plusieurs éléments de réponse, et c'est là où on rentre dans la complexité de la science, c'est que chaque champ de la science aussi fonctionne différemment entre les maths, la physique, la biologie, les sciences humaines, etc. Donc chacun va avoir la méthode scientifique que je vous ai décrite, elle ne fonctionne pas dans tous les champs scientifiques, elle ne fonctionne pas de la même manière. Et la puissance de la preuve, c'est toute la complexité. Les scientifiques entre eux débattent parfois de certains sujets qui sont publiés parce que les faits observés peuvent être interprétés d'autres manières, peuvent ouvrir de nouvelles hypothèses. Donc ça, c'est la science telle qu'elle se pratique. La difficulté pour le grand public, c'est quand cette science sort du laboratoire, c'est la manière dont elle va être présentée. Et est-ce que les disclaimers sont suffisamment mis derrière pour éventuellement mettre en lumière le fait que les gens ne sont pas complètement d'accord? Ne faut-il peut-être pas mieux former les chercheurs, les scientifiques à la vulgarisation, à communiquer avec la société, ce qu'on appelle le fameux rapport science et société? Est-ce que là, il n'y a pas un énorme chantier à ouvrir? Alors, qui s'ouvre, mais est-il suffisant? Ça, c'est très clair. Moi, à l'époque, j'intervenais beaucoup auprès des familles au sein du Téléthon, alors pas au moment de l'émission, mais au sein de l'organisme qui était à Évry, au sein de l'AFM, Téléthon étant la partie médiatique, pour justement vulgariser, pour essayer d'expliquer au maximum. Oui, je pense qu'il faut sortir du laboratoire et vulgariser, expliquer, incarner la science. Ça fait jamais de mal de concrétiser. J'allais citer l'exemple des preuves. Là, on fête l'anniversaire, entre guillemets, de la pandémie. Donc j'ai été invité par un média cette semaine pour faire un peu l'état de l'art de là où on en est sur l'origine du virus. La réponse est on n'en sait rien aujourd'hui, on ne sait pas. La façon dont ça fonctionne, c'est simple, c'est un fonctionnement de probabilité. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, vous les connaissez tous, la fuite de laboratoire. Dans la fuite de laboratoire, il y a plein d'hypothèses différentes, de plein de manières différentes. Et puis vous avez aujourd'hui, en tout cas, l'hypothèse la plus probable, ce n'est pas une preuve, c'est une hypothèse probable.
et que ce virus est effectivement peut-être issu d'une zoonose, parce qu'il y a eu des travaux faits par une équipe coordonnée par une Française, Florence Desbarres, qui a fait un super travail, qui a été publié dans Cell, qui est une très belle revue, qui a été publiée donc en septembre ou octobre dernier, qui redémontre en fait la présence de ce virus dans un endroit très précis du marché de Wuhan. Et à cet endroit-ci, il y a notamment 2 espèces, la civette et puis un chien très particulier qu'on trouve en Chine, qu'on retrouve plus particulièrement derrière et qui pourrait coller sur une logique d'individus hôtes pour avoir transféré le virus à l'homme derrière. Mais qu'on soit bien clair, on raisonne en probabilité aujourd'hui. Tout ce que vous lirez sur les réseaux sociaux, c'est le FBI a dit ci, la CIA a dit ça, le rapport a dit ci, on est sûr, etc. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Peut-être qu'on en aura demain, mais pour l'instant, on n'en a pas. Le temps avance très très vite et je voudrais comme laisser comme la salle pouvoir vous questionner à son tour. Mais justement, vous avez évoqué le rôle des scientifiques à différents niveaux. On a parler un petit peu des pouvoirs publics, mais je voudrais aussi qu'on revienne plutôt à l'échelle individuelle. Oui. Et qu'est-ce qu'on a, nous, comme mécanique d'autodéfense, justement, pour se protéger de ces pièges, de ces complotistes? D'ailleurs, est-ce que ça touche tous les domaines scientifiques ou il y en a qui sont privilégiés? Non, ça touche à peu près tous, parce que le dénialisme, il y a des communautés qui nient l'existence des atomes. Ça va très très loin. Ça touche l'histoire. Le récentisme, ce sont des gens qui considèrent que le Moyen-Âge ou certaines époques de l'histoire n'ont jamais existé. Non, tout est concerné d'une certaine manière. Dès lors qu'il y a matière à inventer des choses, faites confiance à l'imagination humaine. Alors, comment, à titre individuel, comment s'en protéger? Quels seraient des indices pour pouvoir ne pas tomber dans ces pièges? Pour moi, c'est de cultiver le doute ou l'esprit critique. Et je voudrais revenir sur un point qui, pour moi, est important et qui mérite le poil, que j'entends de plus en plus aujourd'hui. C'est souvent, quand on parle avec des gens, la phrase commence par « je ne suis pas complotiste, mais… » Et derrière, on enchaîne avec un certain nombre de choses. Souvent, ça n'a rien à voir avec du complotisme. Ce sont des gens qui ont des doutes sur tout un tas de questions. Le doute, ce n'est pas le complotisme. Alors, est-ce que ça devrait pas être un des piliers dans l'enseignement au niveau de l'éducation nationale, d'enseigner Si, je pense que c'est fondamental. Le doute, l'esprit critique, c'est sain, c'est important. On ne doit pas gober tout ce qu'on nous raconte, on doit se poser des questions. Mais c'est là où j'insiste sur la différence avec le complotisme. Ça doit s'inscrire dans une démarche de construction. On doit comprendre, on ne doit pas sélectionner. Le complotisme, c'est de la défiance pure. Ça conforte des émotions. Et l'esprit critique, pour moi, il y a plein de façons de l'aborder, mais je pense que ça doit démarrer très jeune aujourd'hui. Et je pense qu'il est urgent parce qu'avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça va créer des distorsions dans tous les sens. Vous voyez aujourd'hui le rendu des images, même des vidéos qu'on est capable de générer en un clic avec les intelligences artificielles. Vous prenez X, anciennement Twitter, vous mettez 3 mots-clés sur votre téléphone, en 10 secondes, vous avez 4 photos qui sont générées avec ce que vous avez demandé, vous recliquez derrière, donc deuxième clic, et vous pouvez la balancer aux milliards d'utilisateurs de Twitter. Donc vous imaginez, et vous générez des choses avec un rendu et un réalisme absolument dingue. Donc ça, il faut former très tôt. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des lycéens, et j'aurais posé la question en leur demandant, mais pour vous, quelle serait la discipline, l'enseignement le plus juste pour développer l'esprit critique? Je ne vous pose pas la question, je ne vous donne pas la réponse tout de suite, j'ai envie de poser la question au public. D'après vous, si vous étiez le ministre de l'Éducation nationale, quelle discipline est la plus à même à développer cet esprit critique et déjouer les pièges du complotisme scientifique? Alors, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Qu'est-ce qui vous viendrait naturellement à l'esprit? La philo? Les élèves n'ont pas de la philo, ils m'ont surtout parlé de l'HGGSP. Alors pour ceux qui ont raté la dernière réforme du bac, cette spécialité c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Je ne sais pas si j'ai tiercé dans l'ordre, mais c'est à peu près ça. Mon panel n'était pas très grand, ce panel n'est pas très large, on va utiliser méthode scientifique. Il y a Univers Sciences, donc, qui rassemble la Cité des Sciences et le palais de... J'ai perdu le palais de la découverte, pardon. Organise chaque année le baromètre de l'esprit critique. Et ils ont fait un sondage en 2024 où ils ont justement posé cette question. Et la réponse qui arrive en premier, c'est le français et la littérature. Voilà. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. Quelle est votre réaction? Est-ce que ça aurait été votre choix? Non, ça n'aurait pas été mon choix. J'ai entendu la philo oui, peu partout. C'est, je trouvais la réponse intéressante parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, on est censé...
apprendre tout du moins le doute dans cette discipline. Alors pourquoi c'est pas les mathématiques et les SVT qui arrivent en premier? Mais effectivement, mon biais probablement de formation m'aurait amené plutôt sur les mathématiques ou la physique. J'avoue que je ne sais pas la raison pour laquelle on est arrivé sur ce type de réponse. Je pense aussi qu'on ne réalise pas trop aussi à cet âge-là qu'est-ce que l'esprit critique finalement, ou comment ça s'exprime, ou comment ça se pratique. Et je reviens finalement à la question précédente. Est-ce que là, il n'y a pas un problème dans la formation des scientifiques où justement on n'enseigne pas cette méthode? En tout cas, moi qui ai pratiqué des études scientifiques il y a plusieurs décennies, on ne nous l'enseignait pas, enfin on la pratiquait, mais elle n'était pas explicite dans l'enseignement. Et quand je me suis retrouvé face à des étudiants de sciences, je leur posais, mais expliquez-moi les différentes étapes de la méthode scientifique, ils y sont arrivés, mais c'est pas quelque chose de spontané. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif parce que c'est pas du tout quelque chose qui est enseigné. Est-ce que là, il n'y a pas un point peut-être alors je parle de mes études, hein. Donc s'il y a des enseignants dans la salle, peut-être qu'on pourra dialoguer là-dessus. Oui, ça change un petit peu, mais enfin, je peux donner l'anecdote. Je sais que j'ai plusieurs médecins qui m'ont contacté et qui ont inscrit le livre sur la liste de lecture des internes pour essayer de les former un peu, parce qu'il y a 2 éléments qui sont notés dans le livre et qui pour moi sont importants et devraient être intégrés dans un cursus scolaire. Alors je ne sais pas à quel niveau, dans quelle formation, mais probablement à un certain moment. Le premier élément, c'est l'histoire des sciences. Ce que je vous ai raconté sur Béchamp-Pasteur, en rentrant dans le détail, il n'y a plus de raison que le béchampisme existe derrière. On peut revenir sur tous les arguments derrière quand on a le temps et quand on peut se plonger dedans, et ça donnerait déjà un peu moins sujet à ce genre de choses. Donc l'histoire des sciences. Et le deuxième élément, c'est effectivement la méthode scientifique, de la voir en pratique, ce que ça donne, et de rentrer dans le détail. Et puis peut-être qu'il faudrait inventer aussi ce qu'on fait là, en faire un cours aussi dans les écoles pour montrer que quand on ne respecte pas tout ça, voilà ce qui peut se passer dans notre société. Ça peut créer des vrais problèmes derrière et qui impactent directement notre quotidien. Alors, je vais faire de la publicité masquée. À la Galerie Eureka, à partir du 15 avril, il y aura une exposition sur Louis Pasteur et sa démarche expérimentale. Je vais laisser du temps pour les échanges, donc on va aller plutôt se diriger vers un mot de conclusion. Mais on va continuer à débattre. Hein. Comment vous voyez l'évolution de ce phénomène dans les prochaines années? Êtes-vous inquiet? Il y a 2 façons de répondre, la version positive ou la version négative? Non, plus sérieusement, ce qui est certain, c'est qu'on ne résout pas les problèmes sans les nommer. Donc il est important d'être conscient de ce qui se passe et surtout de l'ampleur du phénomène. Je ne vais pas faire le sondage pour aller vite et laisser du temps pour les questions, mais donc je vais vous donner directement la réponse. On estime le nombre de messages de désinformation générés chaque jour sur les réseaux sociaux à 1,5 milliard. 1,5 milliard de nouveaux messages de désinformation sont générés chaque jour sur les réseaux sociaux, sont plus ou moins diffusés, plus ou moins repris, plus ou moins étayés. Donc vous imaginez l'ampleur du phénomène. Donc une fois qu'on a dit ça, on pourra avoir peur. Et puis je rajoute l'intelligence artificielle pour ajouter un peu d'anxiété dans tout ça et de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, il y a un côté, il y a un sondage sur lequel je reviens qui avait été fait par la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch il y a quelques années, qui était un sondage qui s'était intitulé La porosité des jeunes de 16-25 ans aux théories du complot et à la désinformation sur les réseaux sociaux. Et notamment, une des métriques qui avait été donnée dans ce sondage était que 16% des jeunes de 16-25 ans pensent que la Terre est plate. Que 16% de ces jeunes de 16-25 ans pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Voilà, c'était ça cette hypothèse qui était retenue. En fait, quand on creuse un peu, on est aussi dans un âge où on est un petit peu défiant et un peu provoque. On va poser la même question, j'aurais répondu ça. Oui, histoire de rigoler. Moi, je vais vous dire, dans le milieu du complotisme au sens large, il y a très très peu de jeunes gens. Très très peu. Vous avez beaucoup de gens qui ont du temps, des gens qui se posent beaucoup de questions, donc ça nous ramène à la pyramide de Maslow. Peut-être qu'un certain nombre de besoins vitaux principaux sont déjà comblés, et puis on est plus dans une dimension intellectuelle, spirituelle, parce que les gens qui se lèvent tôt, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui doivent s'occuper de leur famille, ne sont pas nécessairement dans ces mouvements-là. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper, de réfléchir à des choses qui peuvent être aussi farfelues. Donc, pour moi, il y a un petit côté encourageant, c'est qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça. Et c'est quand même l'avenir derrière. Moi, j'ai 45 ans, donc je me considère à l'interface. Mais c'est l'avenir derrière. Et je me dis que non, tout ça va forcément évoluer d'une certaine manière.
Vous le voyez aujourd'hui, vous le voyez avec le Trumpisme qui est Donald Trump. Le but n'est pas de faire de la politique ce soir, et c'est pas du tout mon propos. Mais Donald Trump a été l'égérie de pas mal de complotistes derrière, pour une simple raison, c'est que Donald Trump va nettoyer tous les travers de la planète, tout ce qui ne va pas. Aussi compétent soit-il dans ce qu'il va faire, évidemment que ces personnes qui ont nourri de grands espoirs pendant toutes ces années vont être déçues de ce qu'il va faire derrière. Il y aura des choses bien, pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Je me dis qu'ils vont peut-être revenir à la raison à un moment donné, et puis une fois que tout ça est passé de mode, on l'a vu avec le phénomène QAnon, hein, ça a été très 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 à la mode il y a quelques années, et c'est complètement tombé. Ça a été repris par autre chose, donc, mais c'est tombé. Alors vous avez lancé une bombe ce soir en disant que c'était pas les jeunes les complotistes, donc du coup je vais laisser réagir la salle. Attendre donc, avec moi s'il y voilà. a des personnes défiantes dans la salle. Et du coup, voilà, ça va susciter des réactions, et donc voilà, je crois qu'il y a un micro mobile. Mais je vais être quelque part. Mais je passe beaucoup de temps à échanger avec des personnes de ces communautés. Moi, j'ai aucun problème à échanger. Parce que je comprends aussi pourquoi certaines personnes peuvent être tombées dedans. Et puis, de toute façon, je pars du principe qu'on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se parle plus. Il n'y a plus de liens. Les réseaux sociaux ont quand même aseptisé vachement les choses. Donc, c'est bien de se parler en vrai, d'incarner, de voir qu'on ne veut pas le mal des gens. Enfin, en tout cas, moi, je ne le veux pas. C'est bien d'échanger, de confronter nos paroles, de prendre le temps de rentrer dans le détail. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose qu'on doit s'invectiver, s'entretuer. Bien au contraire. Voilà, donc qui veut poser la première question, la plus délicate généralement. Voilà, on vous passe le micro. Comme c'est enregistré, parlez bien dans le micro. Attendez, on vous fait passer le micro. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'influence de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, on a envie d'être anxieux. On est allé la semaine dernière à justement une conférence là-dessus, et tout le monde était paniqué. Mais je me dis une chose, moi, c'est que maintenant tout ça, tous les moyens, soit la parole, soit l'image, deviennent tellement, comment vous dire, on va s'en méfier de façon considérable. Et maintenant, on va se dire, le seul moyen, effectivement, comme vous venez de dire maintenant, de s'assurer que l'on dit la vérité, que l'on existe et que l'on est humain, c'est de se rencontrer. Et moi, là-dedans, j'ai une sorte de secret espoir. Non, mais vous avez raison, hein, ça nourrit l'esprit critique, quelque part. Si on ne peut plus avoir confiance en rien, on va faire attention à tout ce qui se passe. Et puis l'intelligence artificielle, il ne faut pas nécessairement en avoir peur. C'est un outil de productivité qui est quand même assez extraordinaire. Alors oui, ça permet de produire plein de fake news. Vous avez peut-être vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux qui sont extraordinaires. Moi, je pense à une qui a été faite sur la manière dont les pyramides auraient été construites par les géants. Cette vidéo est absolument superbe, avec une musique qui fait un peu peur derrière. Les images sont dans un réalisme époustouflant. Vous la regardez, cette vidéo, elle a fait des dizaines de millions de vues. Elle est sympa. Mais du coup, vous pouvez utiliser ces outils aussi pour faire de la véritable information sur des choses qu'on connaît vraiment. Aujourd'hui, c'est très utilisé aussi sur les réseaux sociaux pour créer des messages de pédagogie, parce que ça permet de les illustrer, ça permet de les écrire rapidement. Donc c'est un outil qu'il faut utiliser. Il ne faut pas nécessairement en avoir peur, vous avez raison. Merci beaucoup pour votre intervention. Sous couvert de la liberté d'expression, on voit de plus en plus aujourd'hui qu'on a de moins en moins de filtres justement sur la nature de l'information qui est diffusée. Pensez-vous qu'il serait intéressant, voire nécessaire, de légiférer davantage ? C'est une très bonne question et c'est compliqué dès qu'on touche à la liberté d'expression. On sait à quel point c'est dur à obtenir et c'est malheureusement quand on la perd, on ne sait jamais quand est-ce qu'on la récupère. J'avais eu cet échange avec Gérald Bronner, un sociologue que vous connaissez peut-être, qui avait été mandaté il y a quelques années par le président de la République pour présider une commission qui s'appelait les Lumières à l'heure du numérique, dont l'objectif était de travailler en fait sur un peu l'état des fake news et de la désinformation et puis essayer de proposer des solutions pour essayer de se prémunir, de former, de prévenir, etc. Et ce que Gérald avait dit, c'est que quand ils ont démarré ces travaux, ils se sont fixés une ligne rouge à ne surtout pas franchir, qui est de toucher à la liberté d'expression. Évidemment, la règle facile serait se dire on contrôle. Le problème est que quelqu'un va nous dire les virus n'existent pas, arrêtez vos traitements. La loi a évolué l'année dernière pour condamner en fait ces personnes. Il y a une qualification très précise dans le droit aujourd'hui pour ce genre de choses, donc il y a les moyens d'agir. Quelqu'un qui va vous dire en avril 2020 l'hydroxychloroquine ne marche pas.
Est-ce que vous censurez ou censurez pas? On n'en sait rien, en fait. À ce stade-là, les études ne sont pas faites. Il y a des gens qui ont des fortes convictions et des études qui sont en cours, d'autres qui ont des fortes convictions dans l'autre sens. On ne sait pas non plus. Donc c'est assez compliqué de mettre le curseur au bon endroit. Mais le problème, là où vous avez raison, c'est que la liberté d'expression est aussi aujourd'hui utilisée comme un fer de lance en disant mais en fait je peux dire ce que je veux, de toute façon c'est la liberté d'expression, c'est mon droit. D'ailleurs il y a eu un débat à un moment donné avec un physicien qui s'appelle Éric Lagadec et puis une journaliste Génie Bastier sur les réseaux où le physicien expliquait mais moi je n'ai pas à débattre ou faire une querelle d'opinion sur le fait que la Terre est ronde. Je crois que c'était son sujet. Et donc Génie Bastier lui répondait en disant bah, c'est votre métier en tant que scientifique de convaincre. C'est pas tout à fait le même registre en fait sur lequel on se positionne. Est-ce qu'il faut censurer les gens qui pensent que la Terre est plate? Moi je ne le pense pas. En plus ça fait pas beaucoup de mal aux gens. Si ça les conforte dans un certain romantisme, pourquoi pas, mais il n'y a pas de gros danger à mon sens. Peut-être que j'en ai pas vu, mais de ce côté-là. Mais c'est pas tout à fait le même registre. Et c'est compliqué de mettre le curseur au bon endroit sur ces sujets. Moi je suis plutôt un grand partisan de la liberté d'expression, mais c'est vrai quand on va trop loin, c'est plutôt se poser la question, est-ce que notre arsenal, le terme n'est pas très beau, mais en tout cas, est-ce que le dispositif juridique aujourd'hui permet de suffisamment protéger les gens? Moi, je suis très très sensible à ce sujet du virodénialisme. Vous m'avez posé la question pourquoi ça et pas le platisme ou autre chose, parce que ça touche quand même à la santé. Hein. En fait, dedans, dans le livre, j'ai un carnet de voyage qui fait un chapitre entier qui décrit la vie de ces communautés, comment elles fonctionnent, qu'est-ce que les gens se racontent, etc. Et vous verrez les médecins 2.0, ce qu'ils sont capables de dire à des gens. Et malheureusement, vous avez des gens qui sont très très gravement malades derrière. C'est ça, moi, mon problème. Et là, pour moi, c'est pas un sujet de liberté d'expression. Donc le curseur n'est pas évident. Non. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette plongée au cœur du complotisme scientifique? Moi, je suis passionné par ce sujet. Alors oui, c'est une passion morbide, on est d'accord, mais je suis passionné par ces mécaniques et c'est pour ça que ce livre est un livre d'observation. Pour le coup, on parlait de méthode scientifique. Ce n'est pas un livre scientifique, il n'y a pas de méthode scientifique dans ce livre, mais c'est un livre d'observation et puis surtout de détricoter comment tout ça fonctionne pour essayer de... Ça nous ramène un peu à nous-mêmes, en fait. On est tous susceptibles de tomber dans ce genre de choses à un moment donné. On n'est pas immunisé contre ce genre de choses. Ça peut être un événement familial, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses qui font qu'on bascule sur cette thèse ou sur une autre. On est tous sensibles d'une certaine manière. Donc c'est aussi un moyen de garder un peu d'humilité quand on voit ça. Évidemment, quand on fait l'exercice que j'ai fait, on arrive avec un regard qui est un peu différent, donc la probabilité de tomber dedans est assez faible. Et puis surtout, échanger avec des gens qui veulent votre peau, objectivement, c'est pas facile. C'est aussi un exercice qui n'est pas évident. Il y a plusieurs communautés qui existent. Oui, parce que là, vous êtes sorti de l'anonymat. Comment réagissent ces communautés vis-à-vis de votre livre? J'ai écrit pendant longtemps sur le complotisme sous pseudo, donc c'était beaucoup plus confortable à tous les niveaux. Sur ce livre, effectivement, il fallait un peu plus l'incarner pour expliquer, puis aussi revenir sur les arguments scientifiques. Et donc il existe plusieurs communautés que j'ai observées en fait en France et en Amérique du Nord. Mais j'ai pris l'exemple, le carnet de voyage est sur une petite communauté française qui m'a identifié il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a un mois. C'est assez étonnant. Alors, je vous passe les insultes évidemment en tout genre de certains, mais pas tous. Certains sont assez accueillants, assez sympas, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, il y a toujours ce petit côté de on va montrer à Fouary à quel point il est bête, il n'a rien compris et qu'il se fait manipuler par je ne sais quel laboratoire sur le fait des virus, ou en fait il est malhonnête lui aussi, il fait partie du complot et on va le démasquer au grand jour. Donc vous êtes parfois sur des discours qui ne sont pas évidents. Bon, vous avez effectivement des insultes, des menaces, mais vous savez, on peut comprendre des gens aussi, je vous l'ai dit, souvent, la plupart des personnes, je connais leur identité et une partie de leur vie, sont des gens qui ont eu des vies difficiles. Donc je ne vais pas dire que je les excuse pour les choses horribles qu'ils font faire à d'autres, mais je peux comprendre qu'il y a des démarches des fois qui sont inscrites dedans. Donc voilà. Et sinon, chez vos lecteurs, est-ce que vous avez été surpris par certaines réactions positives ou négatives, sans parler des communautés complotistes?
Oui, alors déjà, j'étais très surpris de l'accueil. Et surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est lorsque j'ai eu beaucoup de chance parce que plusieurs médias ont beaucoup apprécié l'ouvrage et j'ai été invité à plusieurs reprises. Et systématiquement en off, on m'a donné des exemples de proches des personnes qui me recevaient qui étaient tombées dans des choses similaires. Et j'ai mesuré à quel point le phénomène était peut-être un peu plus diffus, alors sans tomber dans une radicalité aussi importante, mais des gens qui étaient en grande défiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle, qui commençaient à découvrir ce que j'appelais le béchampisme et qui se posaient des questions. Donc j'ai été assez surpris, je vous avoue, de ce côté un peu diffus, qu'on ne mesure pas bien et qu'on commence à toucher un peu du doigt. J'ai une question par ici, j'en aurai une par là-bas après. Là-bas, ouais. Oui, bonsoir et merci. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Les cellules, pas migratrices, les cellules buissonnières. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Une journaliste scientifique qui retrace les évolutions actuellement dans le monde scientifique des connaissances sur les cellules. Bon, c'est votre propos, ça permet de découvrir comment fonctionne le monde scientifique et comment ils sont en train de mettre un coup de pied dans les certitudes sur les cellules. C'est tout. La science évolue vite, hein, et puis le degré de connaissance à avoir pour progresser, forcément, ça cumule aussi. C'est intéressant ce que vous dites sur la cellule, parce que je découvrais aujourd'hui un courant que je ne connaissais pas, de personnes qui nient l'existence des mitochondries. Alors là, on est vraiment dans le détail du détail, mais les mitochondries, c'est un organite dans les cellules qui permet de faire très schématique, de s'occuper de l'énergie qui va être utilisée par les cellules. Et les mitochondries ont une particularité, c'est que la transmission d'un enfant n'est pas faite par les deux parents. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais il y a des gens qui nient l'existence de ce truc-là. Donc je communiquais un peu en rigolant en disant le virodénialisme est déjà dépassé, hein, c'est fait pour les gens qui sont un peu simples. On rentre dans un niveau de complexité aujourd'hui, on commence à nier des organites cellulaires. Mais parce que les gens aussi se cultivent, hein, découvrent des choses. Enfin, l'ARN messager, je reviens dessus, c'est quelque chose qu'on apprend dès les premières années dans les études supérieures. C'est quelque chose de fondamental, comme c'est ce qui succède l'ADN, c'est l'élément transitoire entre l'ADN et la protéine, qu'on apprend très tôt. Mais c'est vrai que c'est rentré dans le grand public très, très rapidement derrière, en faisant en plus tout un fantasme derrière. Donc c'est bien, moi je trouve ça bien que les gens puissent s'approprier tout un tas d'outils. Ça permet aussi d'échanger plus facilement. Bonjour, merci. Je trouve ça très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de l'imperméabilité dans laquelle sont les personnes qui se mettent dans cette position-là de doute. Et donc, c'était intéressant de vous entendre dire que dans un premier temps, quand on dit je ne suis pas complotiste, mais on pouvait répondre et entendre tiens, il doute, c'est intéressant, ça fait un premier acte de discussion. Voilà. Et je suis curieuse, du coup, vous faites cet exercice régulièrement, avec vos connaissances. Donc, je ne suis pas dans le milieu scientifique. Mais en tout cas, est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner, à nous, qui avons des proches, des collègues, des personnes autour, qui peuvent être justement un peu enfermés là-dedans, de comment arriver à quelques conseils, pour arriver à dialoguer. Ça va être la même réponse que pour les sectes. Il ne faut pas rompre le lien ou le contact. Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas commencer à expliquer aux gens, non mais t'es vraiment idiot, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut engager le dialogue. Et ensuite, on ne peut pas répondre à tout. Hein. C'est pour ça que la science, c'est compliqué, le complotisme scientifique, parce qu'on touche à des sujets qui sont vraiment, vraiment complexes. Moi, j'ai vu des échanges, en tout cas sur le séquençage des virus. Pour vous prendre un exemple, les virodénialistes considèrent que le virus est une construction informatique, en déformant totalement la manière dont fonctionne le séquençage. Pour rentrer dans le détail de pourquoi ils ont tort, il faut déjà rentrer dans le détail de comment ça marche, c'est pas évident. Mais en réalité, quand on connaît un peu la science, il faut leur dire, écoutez, il y a des séquençages qui existent, qui n'utilisent pas du tout l'informatique, pas du tout les algorithmes, qui sont une méthode à l'ancienne à la chimie. Donc si c'est ça que vous pensez, vous voyez, c'est pas une construction informatique parce qu'on peut faire du séquençage autrement. Mais ça nécessite des compétences. Donc quand on les a pas ou qu'on sait pas bien, c'est d'essayer de trouver des relais, chez qui les orienter, des lectures. Hein, c'est vraiment pour ça que le livre a été fait, mais sur d'autres sujets, j'encourage vraiment mes collègues sur d'autres thématiques à le faire. Et puis à le faire connaître. Vous savez que la littérature qui se vend le plus aujourd'hui,
c'est la littérature complotiste, hein, est resté pendant 2 semaines ou 3 semaines numéro 1 des ventes sur Amazon dans la rubrique physique, un livre auto-édité qui s'appelle « On n'a pas marché sur la Lune », donc d'un influenceur qui est très connu, qui a une base. Donc vous voyez que ça, c'est un sujet qui est pas évident. Je ne vais pas me plaindre, hein. Le livre on est à sa 3e impression, donc il marche bien et tant mieux. Mais oui, il faut essayer d'orienter, de guider, de nouer le dialogue, mais jamais se moquer, jamais rentrer dans l'invective. Et c'est une démarche qui prend du temps, comme tous les phénomènes sectaires, ça prend du temps. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, devenir complotiste, c'est un peu un hasard de rencontres, de lectures, d'embrigadements, etc. Est-ce qu'on est complotiste à vie d'après votre expérience ? Alors non, parce qu'il y a des gens qui sont sortis du complotisme, qui d'ailleurs aujourd'hui témoignent. Je pense à quelques influenceurs sur les réseaux sociaux qui d'ailleurs expliquent assez bien comment ils sont tombés dedans, un moment de vie, une faiblesse, une particularité, un chômage. Enfin, ils ont tous un petit peu leur parcours de vie particulier. Ce sont des super ambassadeurs, je trouve, de la cause, parce qu'ils expliquent assez bien la mécanique qui s'est faite au fond d'eux, et aussi la mécanique qui a fait qu'ils en sont sortis à un moment donné, qui est rarement uniquement une rencontre de quelqu'un qui a l'air sympa et qui parle bien, mais aussi... ils ont repris parfois aussi une vie, certains ont retrouvé un boulot, certains se sont mariés, certains ont eu des enfants. Enfin, il y a une vie qui se reconstruit derrière. Je ne dis pas que c'est la vie idéale, hein, pas du tout, mais en tout cas, ça leur a apporté une forme de stabilité. Parce que le problème, le complotisme, c'est quelque chose de diffus, on ne le voit pas bien, et puis une fois qu'on est dedans, on ne le sait pas qu'on est dedans. Au contraire, on a l'impression d'être privilégié, d'être dans quelque chose. Mais ça fonctionne réellement, effectivement, la bulle. J'utilise aussi dedans, je le décris beaucoup, ce phénomène appliqué à ça, qui est le phénomène de NAS. C'est vraiment quelque chose, on essaye de vous capter. Et c'est pour ça que je dis que le modèle économique aujourd'hui du complotisme est un vrai fléau, parce que les gens sont proactifs. Ils veulent vous capter, vous mettre dans la nasse et vous ne pouvez plus en sortir. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel on doit réfléchir, hein, comment lutter contre ça. Et je pense qu'il n'y a pas une solution unique, hein, c'est un faisceau de solutions pour pouvoir y parvenir. Mais oui, c'est malheureusement quelque chose dans lequel on tombe souvent un peu malgré nous. Je ne sais pas s'il y a une ultime question. Alors, une dernière, on vous donne le micro. On a évoqué tout à l'heure la gestion de la communication un peu compliquée, pour ne pas dire désastreuse, de la période Covid. Et vous avez évoqué l'idée d'un effet rebond pendant plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cet effet rebond ? Je ne sais même pas si c'est un effet rebond. Pour moi, ça va être un continuum de défiance, hein, qui va rester. Hein. La défiance envers la science, on l'a pour un grand bout de temps. D'ailleurs, on le voit, hein, sur la vaccination au sens large. Je peux vous donner un exemple d'un très très bon copain à moi qui n'est pas du tout dans ces mouvements-là, d'ailleurs qui s'intéresse à ça, qui a eu un petit garçon là, au moment de Noël, et qui me demandait ce que je pensais du vaccin protégeant de la méningite, parce que son beau-frère et sa belle-sœur étant médecins lui ayant déconseillé. Donc on voit comment ça va, comment ça avance. Moi, la pédiatre de mes enfants, alors moi j'habite Paris, et la pédiatre de mes enfants est dans le 9e arrondissement. Alors c'est un arrondissement qui est très central, qui est un peu qualifié d'arrondissement de bobo parisien. Ma pédiatre me disait depuis quelques années, elle est obligée d'expliquer pourquoi elle utilise certains traitements, pourquoi la vaccination, elle est obligée d'argumenter. Elle dit c'est pas mal, au contraire c'est bien d'expliquer aussi ce qu'on fait, mais on n'a pas été formé en tant que médecin à certains moments à ce genre de choses, et du coup des fois on répond mal ou à côté, ou puis on n'a pas le temps, on est un peu directif, et ça peut aussi introduire la défiance. Donc ça on va l'avoir pendant longtemps, je pense. Et puis ensuite je pense qu'on a créé une icône, je parle du béchampisme aujourd'hui, je pense qu'on a créé le raoultisme, qui est quelque chose qui va perdurer pendant longtemps derrière. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, qu'est-ce qu'il y aura derrière, mais on voit que le raoultisme cache beaucoup de choses. Hein. C'est pas uniquement, encore une fois, c'est quelqu'un qui a fait des choses super dans la science, et je ne remets pas du tout ça en question, mais qui a fait des choses qui ne sont pas bien du tout, qui sont clairement de la fraude scientifique derrière. Donc ça, c'est a priori plus compliqué. Hein. Toutes ces rétractations, c'est un vrai problème à la science. Et puis une partie de ces équipes
enfin, on voit les procès qui s'enchaînent là, depuis quelque temps sur une partie de l'équipe, ça pose un problème derrière. Mais ça, malheureusement, ça va perdurer. Hein. Vous savez comme moi, le monde est malheureusement ni noir ni blanc, il y a une nuance de gris, donc chacun se met un peu dans les différentes cases. Alors, on n'a pas complètement fini parce qu'on va profiter encore de vous pour une séance de dédicaces. Mais pour finir, quel serait le message avec lequel vous nous laisseriez repartir, en plus de votre livre? Merci. Il y a la librairie Garin, je crois qu'il faut négocier quand même. Non, effectivement. Non, mais le message, c'est vraiment un message d'espoir. Parlons-nous, tout simplement. Là, ce que vous avez fait ce soir, il fait froid, il pleut, on est mardi soir, vous êtes sortis, on est venu échanger, vous n'étiez peut-être pas complètement d'accord avec plein de choses que j'allais dire, vous ne saviez pas ce que vous alliez découvrir, j'en sais rien, mais parlons-nous, et c'est pas parce que quelqu'un pense pas du tout comme nous qu'il faut le mettre de côté. Et moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens du côté d'Aix-en-Provence en 2020 et 2021, il y avait énormément de manifestations dans cette ville contre la vaccination, contre les mesures. Le but n'était pas de défendre ni l'un ni l'autre, mais c'était d'échanger. Pour moi, échanger, c'est la première étape pour convaincre. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut dialoguer avec les gens. Laurent Fouary, merci infiniment d'être venu. Je remonte ce livre qui est extrêmement accessible et pédagogique, que je vous conseille. Il y a des exemplaires qui sont en vente par la librairie Garin juste derrière vous. Et Laurent reste avec nous encore un petit moment pour une séance de dédicace. Merci infiniment à vous aussi d'avoir affronté les éléments naturels pour venir ce soir. Merci à vous. Merci à tous.